Bonjour, salut tout le monde. Merci beaucoup d'être passé sur la chaîne pour une nouvelle interview d'auteur. Aujourd'hui, on est avec Grégoire Larocque. Salut Grégoire. Salut Simon, salut à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire l'interview. C'est cool. Et de t'être proposé aussi pour participer à ça. C'est pas un exercice pas forcément facile pour tout le monde. Non, bah écoute, merci à toi surtout de m'accorder un petit peu de temps et bah, j'espère que je pourrai répondre à toutes les questions que tu te poses. Je suis sûr que oui. Et merci encore une fois. Je te propose qu'on commence cash. On va commencer Allez. par les bases. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ce que tu fais et aussi globalement depuis quand est-ce que tu écris, s'il te plaît? D'accord, donc je m'appelle Grégoire Larocque, j'ai 31 ans et depuis 4 ans et demi, j'habite à l'île Maurice. Je viens d'écrire mon premier roman et de le publier il y a 2 semaines qui s'appelle Zillois, Les Trois Rides. Donc, c'est publié sur Amazon, format Kindle et broché. Donc, je me suis mis à écrire ce roman voilà, en début de 2019. Ok. Et sachant que l'idée m'était venue bien avant ça, il y a à peu près un an et demi avant, parce que en fait, bon, toute l'action du livre se passe sur un archipel et notamment sur une île. Et en fait, cette île est très inspirée de plusieurs îles que j'ai eu l'occasion de visiter, mais notamment l'île Maurice. Et en fait, lors d'une balade nocturne en regardant les champs de canne et les montagnes de l'île Maurice, je m'étais dit, ce serait quand même un beau décor pour un roman. Et du coup, je m'imaginais Ouais. un gars en train de parcourir le champ de Cannes pour aller trouver un truc. Ah, non, enfin voilà, j'ai commencé à avoir cette idée-là. Et en fait, au début, j'ai pris ça un peu pour un délire, un truc, tu vois, où je me suis dit, ouais, ça va me passer. Enfin, voilà, ouais, un délire, quoi. Hmm. Et, euh, et en fait, ça passait pas. Et, euh, et chaque jour, je pensais à d'autres trucs et je me disais, ah bah ouais, bah ce gars-là, il pourrait s'appeler Shivan, puis il pourrait faire ça aussi. Il y aurait une fille dont il sera amoureux, elle s'appellerait Aline, elle serait super forte. Enfin, voilà. Et en fait, au fur et à mesure, et pendant un an et demi, ça grossissait, ça grossissait, ça grossissait. Et franchement, j'en avais vraiment plein la tête. Enfin, plein la tête de détails, quoi. Ouais. Et un jour, parce que du coup, je me renseignais, je me disais, bon, est-ce que j'écris pas? Et j'avais une sorte de peur, et bon, peut-être que les personnes qui vont regarder cette interview ou les auteurs qui vont regarder cette interview vont peut-être ont peut-être ressenti ça aussi, mais Mhm. j'ai eu une peur d'illégitimité. Où je me suis dit, bon, pourquoi est-ce que tu veux écrire? Enfin, pourquoi toi, quoi? Et donc, en fait, je me refoulais ça un petit peu, quoi, où je me disais, Hmm. bon, bah, voilà, je vais pas le faire parce que je suis pas censé le faire. Ok. Et il y a des gens voilà, des grands auteurs, eux, ils peuvent écrire, mais moi, non. Et en fait, un beau jour, j'étais au bureau et bon, comme ça peut nous arriver, j'avais pas forcément envie de bosser ce jour-là. Et je m'étais dit, tiens, qu'est-ce que ça ferait si, genre, j'écrivais, allez, une page de mes idées, quoi. Et donc, j'ai commencé à écrire et en fait, j'ai pas réussi à lâcher et j'ai écrit 10 pages d'une traite, quoi. Et là, je me suis dit, bah, en fait, non, bah, je vais le faire. Je vais le Ouais. faire voilà. Et je vais écrire mon livre et le projet verra le jour et voilà. Et je me suis déterminé à partir de ce jour-là. Et donc cette décision, allez, début janvier 2019 et j'ai mis 6 mois pour l'écrire et publier bah, il y a 2 semaines. C'est balèze. En un peu plus d'un an, quoi. Ouais. Ouais, Ok. parce qu'en fait, entre-temps, et bon, peut-être on en reparlera, entre-temps, bon, j'ai fini l'écriture de mon livre, puis après, bon, bah, il y a toutes les phases de relecture, Oui, oui. correction, etc. Et après, au milieu, juste avant la sortie, j'ai fondé un autre projet qui s'appelle le Collectif des auteurs masqués. Peut-être que Mhm. tu l'as vu, où Ouais. là, nous avons créé un recueil de nouvelles pour le personnel soignant de France, dont les Mhm. fonds sont reversés au personnel soignant de France. Bon, c'était en plein pendant l'épidémie de Covid. Et donc, en fait, ça a mis un peu mon projet de Zillois en stand-by, entre guillemets, parce que j'ai voulu me focaliser sur ça et pour après faire un lancement un peu plus serein de mon propre livre. Mhm. Carrément. Et alors, je vais te poser plein de questions sur Zillow parce que ça m'intéresse beaucoup.
Et avant ça, du coup, parce que tu te dis que tu as posé la question de la légitimité. Donc, c'est globalement le syndrome de l'imposteur, tu vois, que énormément d'écrivains débutants ou amateurs, peut-être même confirmés, rencontrent. Mais pourquoi est-ce que tu as ressenti ça? Est-ce que c'est parce que toi, tu n'as jamais écrit, tu n'as jamais été attiré par le monde de la littérature et de l'écriture? Est-ce que parce que toi, tu n'as pas de personnes qui écrivent dans ton entourage? Ou comment ça se passe? Comment ça se passe? Est-ce que Grégoire, enfant, il n'était pas écrivain? Alors, en fait, l'écriture, ça n'a jamais été quelque chose. Ça n'a jamais été un projet de vie, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas. Enfin, moi, dans ma tête, ça a toujours été très, très carré. Enfin, voilà, je faisais mes études, je passais mon badge, je partais faire mes études supérieures, etc. Puis après, j'aurais un boulot. Mais par contre, il y a toujours un truc que j'ai eu, et c'est beaucoup d'imagination. Et je racontais aux gens, je me racontais, enfin beaucoup d'histoires. J'imaginais des univers complètement improbables, des pitchs, des trucs. Enfin, et évidemment, j'ai toujours lu. Je peux pas me rappeler d'un moment où je n'avais rien à lire, quoi. C'était impossible. Et le jour où j'ai rien à lire, je me mets à lire le dictionnaire, quoi. Faut que je lise, quoi. Et donc, en fait, mon imaginaire, j'ai toujours énormément entretenu. Mais pour autant, j'écrivais pas. Et alors, parce que bon, j'avais pas pensé à ça. Et en plus pour moi, les auteurs, je voyais ça, être auteur, je voyais ça comme un truc un petit peu intouchable, quoi. C'est vraiment réservé à certaines personnes. C'est vraiment réservé à voilà des grands noms de la littérature, quoi. Et en fait, moi, je mettais ça vraiment sur un plan inaccessible. C'était pas concevable, en fait. Et donc, c'est pour ça que le fait de raconter ce que je viens de dire, hein, le fait de raconter des histoires, l'imaginaire, etc., c'était vraiment quelque chose que je me gardais à moi, quoi. Je pensais à ça dans la journée, dans mon lit ou quoi. Mais alors, coucher ça sur le papier, jamais je n'y ai pensé. Et d'ailleurs, il y a aussi la partie maison d'édition, où moi, à l'époque, tous les rouages de comment publier son livre, je connaissais pas. Hein. J'ai appris ça que très récemment, finalement. Et pour moi, il fallait passer par une maison d'édition, pour me renseigner, les auteurs, donc, pour leur premier roman, comme c'est mon cas, je crois qu'ils prennent même pas 1% des manuscrits qu'ils reçoivent. Enfin, moi, je me disais, mais c'est impossible, quoi. Et en fait, l'auto-édition, et ça, on en parlera peut-être encore après, mais ça, j'ai découvert ça et qui, du coup, permet d'accomplir, en tout cas pour moi, d'accomplir quelque chose que je ne pensais jamais faire, quoi. Et qui maintenant, une fois que ça a été accompli, une fois que j'ai publié, que là, je viens de publier mon premier livre, maintenant, je vois pas comment je peux faire machine arrière, quoi. Je vois pas comment je ne pourrais plus le faire. Et c'est impossible. En fait, ça a mis le doigt sur quelque chose, peut-être qui était en moi, que je refoulais, entre guillemets, parce que je pensais pas que ça serait faisable, que ce serait acceptable, que ce serait, je sais pas. Et là, maintenant que c'est là, je me dis, ouais. Parce que toi, tu te destinais pas du tout à ça avec tes études. Tu as fait des études de quoi? J'ai fait une école de commerce, ouais. à Toulouse. Okay. Et là, aujourd'hui, parce que je ne suis pas auteur à plein temps, hein, j'ai toujours mon métier. Aujourd'hui, je suis directeur commercial d'une compagnie dans les médias. Donc, qui vend des données aux chaînes de télévision. Voilà. Et donc, rien à voir. A priori, non. A priori, rien à voir. Ok, c'est intéressant. Et donc, ces fameuses balades qui te donnent l'inspiration, ça donne quoi comme genre littéraire, du coup? Est-ce que tu as une idée de ça? Ou est-ce que, quand tu as couché tes 10 pages, tu as écrit, sans te poser cette question-là, tu as juste écrit ce qui te venait, ce qui te sortait par les tripes, quoi? Alors, je me suis pas du tout posé la question du genre. J'avais pas envie de rentrer forcément dans une case. Et d'ailleurs, je pense que là, je ne rentre dans pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de case pour ce livre-là, et si bien que j'ai, de manière assez modeste, hein, j'ai baptisé mon style à Créole Fantasy. Parce que c'est vrai que le style, on retrouve un peu les
les thèmes de la fantasy, l'épopée, le voyage, la quête, qui sont des thèmes fantasy par excellence. Hein. Mm. Mais j'ai remplacé un peu tout le décor des romans fantasy, parce que quand on lit, je sais pas, Tolkien, Hobbes, on s'imagine tout de suite les grandes plaines écossaises, ou alors l'Irlande, les grandes forêts, le froid, la pluie, les châteaux médiévaux, enfin voilà. Et en fait, moi, j'ai remplacé tout ça par un décor d'île tropicale, quoi. Et donc les grandes plaines verdoyantes finalement sont devenues des lagons de sable blanc avec la mer turquoise derrière. Les forêts, les grandes forêts massives sont devenues des jungles voilà, vraiment tropicales. Les châteaux sont des cases de toutes les couleurs. Enfin voilà, c'est vraiment un décor qui est complètement différent. Mais pourtant, il y a toujours cette notion de voilà le dépassement de soi, extérioriser quelque chose qu'on n'est pas à l'origine, se découvrir, la quête, les épreuves, parce que c'est aussi le sujet du roman, hein, l'accès au pouvoir, au trône, comme vous voulez. Enfin, ça, ce sont des thèmes qui sont encore très présents, avec beaucoup de rebondissements, de suspense. Et donc, pour répondre à ta question, mon livre je ne l'ai pas commencé en essayant de m'adapter à une case, et je pense qu'au final, il ne s'adapte à aucune case. Donc voilà. Ouais. Et du coup, grossièrement, parce qu'effectivement, il n'y a pas de case pour les fantaisies non occidentales. C'est du fantastique ou de la fantasy, ça dépend l'un ou l'autre, mais globalement, c'est du fantastique, de la fantasy, et ce sera dans ce rayon-là, quoi. Et il n'y a aucune nuance, du coup, d'appartenance géographique. Ce qui fait que si on écrit un roman de fantastique qui se passe au Cameroun, il sera au même rayon, il sera à côté d'un bouquin fantastique qui se passe en Nouvelle-Angleterre ou en Écosse. Et du coup, effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas cette différenciation-là. Certains libraires indépendants le font, mais il n'y a pas de classification officielle. Donc, effectivement, Creole Fantasy, en soi, dans l'absolu, ça marche très bien, quoi. En tout cas, on sait à quoi s'attendre en entendant, quoi. Ouais. Après. Et après, bon, je suis d'accord avec toi sur le point qu'effectivement, c'est Creole Fantasy. Donc, dans Creole Fantasy, tu as quand même la partie fantasy. Donc, ça appartient à la grande famille de la fantasy. Mais après, sur vraiment le sujet, le fond et la trame, là, on est vraiment dans quelque chose de différent. Oui, j'imagine. Et donc, d'accord, donc tu as créé, toi, ce genre littéraire-là, en tout cas, tu l'as nommé comme ça. Et comment tu as fait? Étant donné que tu n'avais jamais écrit, que tu n'avais jamais pensé à le faire, comment tu as fait? Est-ce que tu t'es renseigné sur les méthodologies d'écrivain? Est-ce que tu as fait ça à l'inspiration? Est-ce que tu as fait ça au talent, comme on dit? Ou est-ce que tu t'es documenté, lu, regardé des vidéos, je ne sais pas, pour apprendre théoriquement et matériellement à construire un roman? Comment tu as fait ça? Ouais. Alors, très bonne question. Alors, en fait, au départ, je suis parti sur j'y vais au feeling, quoi. Où là, c'était j'écris et on voit ce qui se passe, quoi. Mais en fait, je me suis vite rendu compte des limites parce qu'en fait, il y a quand même une vraie méthodologie à avoir, quoi, et on peut pas faire n'importe quoi, et notamment pour la conception d'une histoire, des personnages, les descriptions, etc., etc. Et alors, en fait, j'ai eu recours à deux choses. La première chose, sur YouTube, il y a l'auteur Samantha Bailly, qui fait des vidéos, enfin qui faisait, parce qu'elle n'en fait plus depuis un moment, mais qui faisait des vidéos sur sa méthodologie à elle pour écrire. Donc, comment écrire, comment faire des descriptions, comment créer des personnages, etc., etc. En plus, elle donnait plein de conseils sur l'édition parce qu'en fait, à l'époque, elle était aussi la présidente de la charte des illustrateurs, des auteurs et illustrateurs. Et donc, bon, elle avait plein d'informations sur l'édition, etc. Donc, c'était vraiment très intéressant. Donc, moi, j'ai utilisé déjà ces vidéos-là pour écrire. Et après, je fais aussi partie d'une masterclass organisée par Bernard Werber, où là, on touche vraiment voilà, il y a 14 masterclass. Chaque masterclass a un thème sur comment créer des rebondissements, comment faire du suspense, enfin, voilà.
plein de choses comme ça. Et donc, en fait, je me suis inspiré des deux. J'ai pris un peu ce que j'aimais chez l'un, chez l'autre, etc., pour en faire un peu mon, mon cadre personnel. Et donc, c'est comme ça que je me suis donné une vraie méthodologie. Et je me suis rendu compte à quel point c'était nécessaire. Parce qu'il y a quand même des... Voilà, comme je l'ai dit au début, on ne peut pas faire n'importe quoi sur la création. Et même s'il y a des choses qui, nous, auteurs, nous semblent évidentes, quand on crée un personnage, par exemple, eh ben, le lecteur qui n'a aucune idée de ce que tu fais et de ton univers, bon, bah, ça ne va pas être nécessaire pour lui, quoi. Donc, il y a besoin d'avoir une vraie méthodologie pour voilà, faire sortir tous les points que tu as envie de faire sortir, mais de le faire de la manière la plus, on va dire, la plus subtile et la plus adéquate. Ok. Et vous savez que les vidéos de Samantha Bailly ont servi pas mal de gens, je pense, pour l'écriture, notamment en France. Et ça consiste en quoi, les masterclass de Bernard Werber? C'est en direct ou c'est des vidéos que tu reçois? Et est-ce que du coup, c'est un pas à pas ou c'est des conceptions théoriques de la création de ces étapes-là? Ouais, alors la masterclass de Bernard Werber, en fait, c'est sur une plateforme. Donc la compagnie qui fait ça s'appelle The Artist Academy. Et en fait, il y a une plateforme où c'est pas en live, il y a des vidéos. Et en fait, tu passes de vidéo en vidéo, sachant qu'à la fin de chaque vidéo, il y a un exercice. Donc, tu as, je sais pas, il faut que tu fasses, par exemple, un exercice que j'ai encore en mémoire, c'est qu'il faut que tu fasses 6 pages. Tu as 3 pages. Tu entres dans un lieu, tu le décris pendant 3 pages. Donc, c'est un lieu qui est très beau, enfin, un peu idyllique. Et après, les 3 autres pages, c'est le revers de la médaille. C'est tout ce que tu ne peux pas voir comme ça, mais qu'en fait, en grattant le vernis, tu découvres. Et en fait, en général, ça fait un roman, ça fait une nouvelle sympa, parce que ça fait une nouvelle où, voilà, au début, ça part, tout est beau. Et les 3 dernières pages, c'est que tu te rends compte que bah, la réalité n'est pas aussi belle que ça, quoi. Et en fait, voilà, c'est plein d'exercices de ce genre-là. Et au départ, on part effectivement de la base. Donc là, c'est voilà, comment est-ce que tu crées une logique à ton histoire, comment est-ce que tu crées des personnages attachants, voilà. Et on y va progressivement jusqu'à bah voilà, commencer. Enfin, la fin de la masterclass, en fait, c'est débuter un roman. Voilà. Et donc, en fait, tu as toutes comment dire, toutes ces guidelines qu'on t'a données pendant les vidéos précédentes. Et bah, à la fin, tu dois faire le premier chapitre de ton roman et tu le soumets. Et en fait, il y a comment dire, tous les utilisateurs ou je sais pas, les élèves de la masterclass, quoi, qui relisent ce que font les uns les autres et qui donnent leur appréciation, leurs commentaires, leurs critiques, etc. Ah, c'est pas mal ça. Ok, Ouais, c'est bien. Clairement, ça doit aider quand on ne sait pas par où commencer pour l'écriture d'un roman. C'est pas mal, je pense. Ouais. Non, mais c'est vraiment, ça donne un cadre, quoi. Et c'est vrai que quand moi, qui n'ai aucun background littéraire, bon bah voilà, j'avais clairement besoin d'un cap et d'un cadre. Non, bien sûr. Et donc, une fois que tu as commencé à écrire le bouquin, donc comment ça s'est fait le choix de savoir ce que tu allais en faire? Une fois que, bon, ça s'approche de la fin, les premières et les dernières réécritures, donc le roman commence à prendre sa forme finale, comment est-ce que tu sais que tu vas en faire? Est-ce que tu vas passer par une maison d'édition, auto-édition? Comment tu vas le diffuser? Comment se pose ce genre de questions pour toi? Eh ben, moi, je vais peut-être prendre une réponse à contre-pied de tout ce que peut-être on a pu te répondre avant, mais moi, l'auto-édition, ça n'a même pas été, ça a même pas été une option. Mmh. En fait, pourquoi ça n'a pas été une option? C'est parce que je ne savais même pas que ça existait. Ou alors, en fait, je pensais, enfin, l'auto-édition, je pensais pas que ça existait comme ça existe dans les faits. En fait, je pensais que l'auto-édition, c'était vraiment, tu arrives avec ta clé USB chez l'imprimeur et tu dois t'imprimer les 40 bouquins et qu'après, tu vas faire du porte-à-porte chez les libraires ou chez tes copains ou chez tes contacts et que tu leur vends comme ça, un peu en mode réunion Tupperware, tu vois. Et pour moi, c'était ça l'auto-édition. Et du coup, je me suis dit, franchement, je n'ai pas envie de faire ça, quoi. Et donc, en fait, au départ, j'ai commencé par envoyer mes manuscrits aux maisons d'édition. Donc, les maisons d'édition un peu dans le style, hein, les Brajlon, Nemos, etc.
qui sont dans le style de ce que j'écris. Hein. Mais bon, j'ai vite déchanté parce que déjà, le peu de réponses que j'ai reçues, j'ai quand même senti que, c'était pas forcément lu. Parce que, enfin, si tu veux, c'est des réponses très classiques. Tu vois, c'est comme quand tu postules à un job et que, tu vois, tu reçois le mail de refus. Oui, malgré vos nombreuses qualités, etc. Bon, ok. Ça va bien. Et donc, c'était un peu l'idée que j'avais eue, donc j'ai un peu déçu, en réalité. Et en plus, alors, il y avait un autre problème, mais bon, qui n'a rien à voir avec comment on dit, avec le livre à proprement parler, c'était plus au niveau des procédures. Alors, je ne suis pas le gars le plus, on va dire, militant pour l'environnement, etc. Mais alors, il y a une maison d'édition, et c'est Rajo pour ne pas la citer, où il faut que tu envoies l'intégralité de ton livre en papier, en recto seulement, avec interligne double et police, je ne sais pas combien. Donc, en gros, j'ai dû imprimer, ça devait peut-être représenter 800 pages. Et si tu veux, pour un truc qui va finir à la poubelle, quoi. Alors, moi, ça m'a. Si tu veux, je suis pas forcément militant de l'environnement, mais ça m'a fait un peu bizarre, tu vois. Et bon, sachant qu'il y a d'autres maisons d'édition aussi qui sont dans le même délire. Donc, bon, on va dire en gros, pour résumer, une sorte d'inadéquation entre mes valeurs et ce que eux proposaient. Et donc, en fait, au fil de l'eau, en fait, je me suis renseigné sur l'auto-édition. Et en fait, je me suis rendu compte que l'auto-édition, c'était pas du tout comme j'imaginais, quoi. Et qu'en fait, bon, il y a, enfin, forcément, il y a Amazon, mais entre autres, hein, parce qu'il y a aussi Kobo, il y a Bookery, Edilio, etc. Il y a plein de plateformes qui proposent ça. Et qui proposent ça de manière assez simple pour d'avoir une distribution assez étendue et beaucoup moins compliquée, hein, pour revenir sur l'histoire de la simplicité, beaucoup moins compliquée que ce que moi je pouvais imaginer. Et plus, enfin, tous les avantages que ça garde sur le contrôle du livre, sur tu fais un peu ce que tu en veux, etc. Et donc, au final, j'ai laissé tomber les maisons d'édition pour me dire, non, en fait, je vais l'éditer, quoi. Enfin, ça a finalement représenté un choix qui était beaucoup plus proche de moi, de ce que je suis et de ce que je voulais pour mon livre, que finalement les maisons d'édition classiques, quoi. Et comment tu as fait pour choper les informations, pour savoir comment t'auto-éditer? Eh bien, je crois que c'était je crois que Samantha Bailly a fait une vidéo sur l'auto-édition, justement, et où en fait, elle expliquait les différentes manières de s'éditer. Donc, il y avait l'édition classique, les maisons d'édition à compte d'auteur, à compte d'éditeur, etc., etc. Enfin, bon, toutes les. Et il y avait les auto-édités. Et donc là, bon, elle en parlait. Et donc, moi, je m'étais dit, bon, ok, ça, c'est bon. Et en fait, non. Et en fait, elle dit, voilà, maintenant, aujourd'hui, s'auto-éditer, c'est beaucoup plus simple qu'avant, parce qu'on peut passer sur telle plateforme, vous avez juste à faire ça. Bon, c'est vrai qu'au niveau du graphisme, là, c'est à vous de vous débrouiller, parce qu'il y a, voilà, alors qu'une maison d'édition propose un graphiste, là, il faut que vous êtes, c'est vous à proposer. Enfin, voilà. En fait, elle faisait ça de manière assez transparente sur vraiment ce que c'est l'auto-édition. Et alors, du coup, je me suis un peu renseigné. Et en fait, j'ai même vu qu'il y avait des auteurs qui sont assez connus, qui sont passés par l'auto-édition, hein, les Aurélie Vallogne, les Agnès Martin-Lugan, etc., qui viennent de l'auto-édition. Et du coup, je me suis un peu renseigné sur leur parcours et j'ai vu comment elles avaient fait. Et je me suis dit, ok, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Et au final, il y a beaucoup de gens qui, je l'ai compris après, hein, mais il y a beaucoup de gens qui regardent un peu l'auto-édition de haut, hein, qui considèrent ça un peu comme une sorte de fourre-tout pour ceux qui n'ont pas réussi à s'éditer, mais en fait, au fur et à mesure, je me rends compte que clairement pas, et c'est d'autant plus hypocrite que les maisons d'édition viennent maintenant se servir chez les auto-édités. Donc en gros, elles ont un peu le beurre et l'argent du beurre, en mode on voit si ça marche chez les auto-édités, et si ça marche bien, on l'éditera, tu vois. Donc je trouve au final que le message de prendre les auto-édités de haut ou alors un peu de minimiser leur talent ou leur impact littéraire, je trouve ça très hypocrite, d'autant que tous les nouveaux édités ils viennent de l'auto-édition. Donc voilà. C'est clair. Oh, pardon.
C'est mon réveil. C'est l'heure d'une session que je n'ai pas annulée de travail, normalement. Oui, c'est clair que les maisons d'édition, en fait, vu qu'en fait, très clairement, indépendamment de la passion pour la littérature, en fait, c'est un business, quoi. Il n'y a pas de problème là-dedans. Du coup, c'est un investissement que de publier quelqu'un. Donc, c'est vrai que de se dire, si les gens s'autopublient, on va voir un peu les top ventes sur Amazon ou sur d'autres sites. Si c'est des autorités, on peut toujours les contacter pour leur proposer un contrat d'édition. Du coup, effectivement, on minimise les risques. Dans un sens, stratégiquement, d'un point de vue commercial, c'est peut-être intéressant, mais du coup, c'est vrai que pour ceux qui considèrent que l'auto-édition, c'est un peu les sous-écrivains, c'est un gros pied de nez à ce préjugé-là, quoi. Donc, ouais, parce que du coup, les sous-écrivains sont en fait les écrivains d'aujourd'hui, quoi. Donc, ouais. Mais après, je comprends la stratégie commerciale des maisons d'édition là. Hein. C'est naturel, hein. C'est un business, comme tu l'as dit. Et les gars, ils veulent voir si ça marche avant de les lancer, quoi. Donc, bon, ça, à la limite, je peux comprendre. Mais qu'on ne vienne pas me dire que les auto-édités sont moins bons que les auteurs, parce que non, ils sont au moins aussi bons, quoi. Effectivement, il s'avère les auto-éditions passent par beaucoup moins de comités de lecture et de relecture. Ça, c'est vrai. Donc, bon, après, ça ne veut pas dire que tout ce qui sera auto-édité sera de la merde. Tout comme ça ne veut pas dire que tout ce qui sera auto-édité sera génial, c'est pas ça. Mais qu'il peut y avoir des écrivains très bons, des moyens, des moins bons, ceux qui sont encore en phase d'apprentissage. En fait, il y a de tout, quoi. Mais à ne pas cracher dessus, dans l'absolu, ça, je trouve que je suis très d'accord avec toi. Ah non, mais c'est clair. C'est clair, là. En plus, en ce moment, sur Instagram, ça circule beaucoup, un peu je crois qu'il y avait un hashtag même, sauvons les auto-édités ou sauvons les auteurs auto-édités, je ne me rappelle plus. Où ils remettent un peu les points sur les i, quoi. Où les gars, ils disent, bon, les gars, arrêtez de nous de nous snober parce que au final on est au moins aussi bon. Alors après, pour les histoires de relecture, etc., ça c'est la responsabilité de chacun, tu vois. Si moi en tant qu'auteur auto-édité, je pourrais pas publier quelque chose que j'ai pas relu, parce que c'est juste une histoire de perfectionnisme et de dire voilà, je fais un boulot et je fais bien, et la relecture, c'est pas forcément le moment le plus agréable dans le procédure de l'écriture, mais malheureusement, tu peux pas passer outre. C'est clair. Et je pense que l'hashtag dont tu parles, il est arrivé à un moment où il y a eu beaucoup d'auto-édités qui ont eu marre de se faire prendre de haut, comme tu dis, de se faire refuser par des libraires parce qu'ils sont auto-édités, le fait de ne pas pouvoir participer à certains salons parce qu'on est auto-édité, ça aussi c'est un problème. Donc en fait, c'est beaucoup de handicaps qui ne sont pas apparents au premier abord et qui finalement sont présents. Alors bon, les salons ont été annulés là depuis mars, très bien, mais il y a beaucoup de salons pour lesquels on ne peut pas participer si on est auto-édité. Et ça, c'est en gros, en fait, c'est une vision contre laquelle luttent beaucoup d'auteurs indépendants et qui va peut-être évoluer au fur et à mesure des années qui vont passer, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un vrai combat, je trouve. Ouais. Ok. Et donc, tu as choisi l'auto-édition. Ça s'est bien passé? Tu as tout fait toi-même? Comment tu as fait pour le maquettage, la couverture, tout ça? Comment c'est passé? Alors, j'ai tout fait moi-même, on va dire que c'est resté en famille, quoi. C'est-à-dire que, le livre, forcément, c'est moi qui l'ai écrit. Tout ce qui est relecture, là, j'avais un comité de relecture, donc là, c'était mes proches. Donc, j'ai pris un peu de tous les profils, hein. J'ai fait des profils plus ou moins âgés, qui lisaient plus ou moins. Enfin, voilà, j'avais envie de tester mon livre sur plusieurs terrains. Voilà. Et en bonus, je leur disais relever les fautes de frappe aussi. Et donc, il y avait ça. La couverture, c'est ma petite sœur qui l'a faite. Voilà, donc parce que j'ai la chance d'avoir une petite sœur graphiste, hein, donc ça aide. Et donc, le maquettage, du coup, on a regardé ensemble parce que Amazon, c'est quand même plutôt pas mal fait, hein, au niveau de la publication. Ils vous donnent vraiment les dimensions, les pixels, etc. Donc, c'est assez clair. Et donc, voilà, on a vu tout ça ensemble et du coup, on a pu publier dès que ça a été possible, quoi. Mais tout le processus, c'est resté en famille.
Ouais. Bah, j'ai vu une super photo que tu as mise sur Instagram de toute ta famille, ou en tout cas une partie de ta famille, Ouais, qui sont au bord d'une piscine avec le bouquin devant eux. Elle est quand même ouais. cette photo. C'est Ouais, vrai que bah c'est. ouais. Bah, ils avaient tous pris. En fait, c'était pendant Enfin, c'était quoi? C'était la semaine dernière, le week-end dernier. Ils s'étaient tous allés chez mon père et en fait, ils avaient tous ramené leur exemplaire parce que bon, forcément, toute ma famille a commandé. Ah, c'est Et, génial. et en fait, du coup, ils se sont pris en photo comme ça. Et ouais, la photo, je l'avais trouvé trop cool aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai publié. Ouais, trop bien. Elle est géniale. C'est agréable d'avoir du coup une famille qui soutient ça. Comment ça s'est passé d'ailleurs pour eux, le fait que tu leur dises, parce que tu as commencé à écrire du coup à 30 ans? 39? 30? 20, à 30 ans, ouais. 30 ans? 30 ans. Comment ils ont pris ça? Le fait, parce que si ça tombait comme un cheveu sur la soupe, du coup, vu que tu n'en avais jamais manifesté l'envie jusque-là, comment ils ont pris ça? Parce que globalement, à trentaine, peut-être que certains se disent que bah, tu es directeur commercial ou tu es salarié de quelque part ou tu es journaliste ou machin, qu'a priori, non pas que ça devienne forcément un avenir professionnel. Hmm. En tout cas, c'est une passion qu'on a souvie, mais que peut-être qu'on se dit que c'est peut-être pas l'âge des aventures, tu vois. Comment est-ce que ça a été accueilli, cette histoire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, ça a été, comment dire, tu vois la notion du cheveu sur la soupe là, que tu viens de donner. Bah, c'était un peu ça, parce que en fait, et ça reprend un peu l'introduction que j'avais faite sur le livre. En part, comme je me disais, je pensais que c'était un peu peut-être un délire ou un truc que voilà, je ferais jamais de ma vie. En fait, j'ai dit à personne. Et donc, en fait, j'ai écrit mon livre un peu dans mon coin. Il y avait que ma femme qui était au courant. Et donc, j'ai dit à personne. Parce que bah, je me disais toujours, bon, je l'écris. Bon, j'étais quand même déterminé, hein, mais je me disais, bon, je l'écris, mais bon, peut-être que je vais abandonner le projet ou ça verra pas le jour. Bon, en fait, bon, en vrai, je me trouvais toutes les raisons du monde pour pas le dire, quoi. Mais bon. Et en fait, un beau jour, bon, quand j'avais terminé le livre, donc là, il me fallait des relecteurs. Et, euh, et je me rappelle, j'avais appelé ma petite sœur. On parlait de tout et rien, machin, et elle me dit, bon, et toi, quoi de neuf? Ah, ben moi, je viens de finir un livre. Elle fait, ah bon, lequel? Bah, pour ça, j'avais lu un bouquin. Et non, non, je viens d'écrire un livre. Elle me fait, comment ça? Je dis, bah ouais, un bouquin, quoi. Et bon, elle a bugué un petit peu, mais et du coup, après, ça a fait le tour de ma famille, parce que bon, pendant 6 mois, c'est un truc que je gardais secret. Bon, ils ont été super contents pour moi, quoi. C'était, enfin, ça leur a fait quelque chose, quoi, que je sorte un livre, que voilà, j'ai investi autant de temps pour créer ça, non, ils ont été ultra, ils m'ont ultra, comment, je perds le latin, ultra compréhensif et ils m'ont beaucoup apporté, ils m'ont beaucoup soutenu, voilà, sur ce projet-là. Donc non, ça s'est super bien passé avec eux. Et d'ailleurs, la preuve, la photo dont tu parlais, hein, du coup, ils sont contents, ils ont tous leur exemplaire maintenant, ils sont au bord de la piscine, ils sont heureux, quoi. Mm. Ouais, c'est super satisfaisant. Et d'ailleurs, on va parler un peu plus de Zillois si ça te dit. Ça me dit Euh, beaucoup, ouais. Ça te dit beaucoup. Alors, j'ai lu le pitch, moi. Déjà, j'ai adoré Ouais, la couverture. Elle est super merci. attirante. Les couleurs sont flashy, donc ta sœur a fait un super beau boulot. Ça m'a attiré déjà niveau visuel. Et j'ai lu le pitch. Et Mhm. moi, j'adore toutes les histoires qui sont pas forcément occidentales. Donc, je lis un Ouais, peu de littérature non occidentale déjà pour commencer. Mais là, c'est ouais, romanesque et les événements se passent pas forcément dans le pays d'origine de l'écrivain. ouais. Mais du coup, dès que c'est des histoires qui se passent en dehors de l'Europe ou du monde occidental en général, moi déjà, je suis conquis à moitié. Et en plus de D'accord. ça, s'il s'agit de rites, de transmission, d'apprentissage, etc., bah alors là, je suis conquis à 80%. Là, reste juste l'écriture. Et donc, j'ai trouvé ça génial. Et je me suis demandé, est-ce que tu t'es inspiré de rites qui existent, donc avec des lectures ethnographiques ou sociologiques locales, ou est-ce que c'est complètement toi qui as inventé tout ce rite-là et que tout sort de ton imagination?
Comment ça s'est Alors, passé? bah, non, très, très bonne question aussi parce qu'en fait, c'est marrant. J'ai eu cette discussion-là avec une Instagrammeuse aussi avec qui je suis en contact, d'ailleurs Charlotte, hein, si tu nous regardes. Euh, et en fait, je lui disais ça. Dans mon livre, il y a une partie un peu surnaturelle, voilà. Et en fait, c'est la seule partie inventée. Euh, Tout le reste sont sont des lieux, des événements ou rites qui existent. Et par exemple, le Zillois, en fait, c'est le protecteur de l'île sur laquelle l'action évolue. Et donc, en fait, le palais du Zillois est au centre d'un cirque naturel. Et en fait, le cirque naturel, c'est inspiré du cirque de Mafat, de l'île de la Réunion. Donc, c'est un endroit qui existe vraiment. Les villages dans lesquels sont les personnages, ce sont les villages inspirés des villages de l'île Maurice. Donc, avec toutes les cases, un peu de toutes les couleurs, un peu en désordre. Tout ça. Il se donne rendez-vous devant un lieu avant de commencer le premier rite. Le lieu, c'est au pied du baobab amoureux. Et en fait, ce sont deux baobabs à Madagascar qui ont poussé côte à côte. Et en fait, en poussant, ils se sont enlacés. Et donc, en fait, bon, faut voir, parce que le baobab, c'est pas le petit arbuste du coin, hein, c'est Non, des non. trucs super massifs. Hein. Et en fait, c'est deux arbres énormes, mais qui se font une sorte qui s'enlacent, quoi. C'est assez beau. Et donc, le premier rite est en fait, a vraiment existé. En fait, c'était un rite initiatique de l'île de Pâques, donc au large du Chili. En fait, c'était un rite pour élire, pour choisir l'homme-oiseau. L'homme-oiseau était en fait sur l'île de Pâques une sorte d'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Et en gros, sa parole valait comme étant la parole des ancêtres, donc la parole divine. Les ancêtres étant, tu sais, les grosses statues qu'on voit sur l'île de Pâques, là, les Moai. Donc ça, ce sont les ancêtres, ce sont eux qui étaient vénérés. Et donc en fait, ce rite a vraiment existé. Donc ce rite qui consistait à passer, en fait, à traverser. Il y a l'île principale et il y a une petite île un petit peu plus au large. Donc en fait, il fallait descendre une falaise, traverser le bras de mer qui séparait les deux îles. Sur cette île-là, aller récupérer un œuf d'un oiseau et revenir et faire l'aller-retour. Et donc en fait, le premier arrivé serait l'homme-oiseau. Mais en fait, bon, l'épreuve est assez compliquée parce que bon, la falaise, parce que moi j'ai été sur l'île de Pâques et j'ai vu exactement là où ça avait lieu. Donc la falaise, faut voir, c'est un truc, on parle d'une falaise de 30 mètres, hein, donc C'est costaud, ouais. c'est pas loin. En plus, c'est comme ça, hein, c'est vraiment assez escarpé, donc faut que le gars il escalade et tout. Ensuite, il faut qu'il nage. Alors, ce bras de mer à l'île de Pâques est connu pour être infesté de prédateurs. Du coup, en plus, bon, comme pendant les 30 mètres, il y a quand même moyen que tu te sois blessé les mains, les pieds et tout, donc tu as tout le sang qui coule dans la mer. Donc là, les prédateurs, ils sont ravis. Et après, bon, il faut faire le chemin inverse. Donc, quand je dis le premier arrivé, en général, c'était celui qui arrivait, quoi. Le survivant, quoi. Voilà, c'était le survivant. Et donc, en fait, ce rite-là, je l'ai repris quasiment à 98% et je l'ai inclus dans mon livre. Donc, en fait, encore une fois, pour revenir sur mon propos, à part l'aspect un peu surnaturel, un peu, on va dire un peu ésotérique du livre, tout existe. Ce sont des vrais lieux, des vrais endroits, on va dire des vrais aspects culturels qui sont dans les îles, l'île Maurice, île de la Réunion, île de Pâques, Madagascar, bon même Tanzanie, bon c'est pas une île, mais aussi je suis imprégné de la culture là-bas. Donc ouais. Et Et les je pense endroits, que ça donne aussi un aspect très concret au livre, bien sûr. dans lequel le lecteur peut peut-être se retrouver et explorer des lieux qu'il connaît, mais qu'il n'a pas eu la possibilité de visiter, quoi. Ah, bien sûr. Et c'est des endroits où toi, t'es allé, c'est ça? Tous? Ouais, Ou quasiment tous? tous. Ok. Tous ces endroits-là, c'est des endroits parce que, enfin, moi, j'écris aussi de cette manière-là où je, c'est vraiment des parties de moi qui sont dans ce livre, quoi. C'est des sensations que j'ai eues, et là, c'est vraiment les cinq sens qui jouent, hein, des choses que j'ai vues, que j'ai entendues, que j'ai senties, que j'ai goûtées, que j'ai touchées. Enfin, voilà, on est vraiment dans cette optique-là. Parce que c'est vraiment ce que je veux donner au lecteur. C'est
je veux le transporter, je veux qu'il soit là, quoi. C'est pour ça que l'île de Pâques, j'y avais été, bon, il y a plusieurs années, mais j'y avais été, donc toute l'inspiration que j'en ai tirée, c'est vraiment le sentiment que moi, j'ai eu. Pareil pour la Tanzanie, où j'ai gravi le Kilimanjaro il y a 2 ans, où là, voilà, où toutes les sensations d'épuisement, les montagnes, les paysages, etc. Bon, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai repris dans mes livres. L'île Maurice, bon, j'y vis. L'île de la Réunion, j'y suis allé quelques fois parce que c'est juste à côté de l'île Maurice. Donc, ouais, ce sont des lieux que j'ai visités et pour lesquels j'ai retranscrit l'expérience que j'avais vécue dans Zillois. Et Zillois, d'ailleurs, pour revenir sur l'aspect réel, Zillois, qui est un vrai mot, hein, c'est du créole mauricien, et qui veut dire îlien, donc l'habitant des îles. Ah, tout simplement. Voilà. Et comment tu as fait, du coup, pour faire fusionner tout ça entre la partie ésotérique inventée dont tu parles, dont elle, comment tu t'en inspirais, elle, et comment tu as fait pour l'intégrer à des endroits réels que tu as pu visiter ou que tu as pu visiter, du coup, pour le coup, toutes. Ouais. Bah, les endroits réels, bon, c'était assez. Ça tombait assez sous le sens, quoi, parce que moi, je voulais vraiment écrire quelque chose sur. Voilà, on en parlait un peu de la littérature continentale ou européenne ou quoi. Bon, moi, j'avais envie de sortir un peu de ça et j'avais envie de proposer quelque chose de différent. Et moi, l'île Maurice, ça m'a apporté tellement que j'avais envie, entre guillemets, de rendre un peu un hommage à cette terre qui nous accueille depuis 4 ans et demi. Et donc, je voulais vraiment faire quelque chose sur un archipel ou sur des îles et mettre en avant la culture insulaire pour ça. Et donc, alors après, pour tout l'aspect paranormal, donc moi, j'ai toujours aimé un peu ce genre de littérature, bon, fantasy, mais aussi peut-être un peu de young adulte également. Tout ce qui va concerner voilà en fait, c'est un peu les parties cachées de nous-mêmes qui vont s'extérioriser par un moyen ou un autre. Et c'est vraiment ça que j'essaie de dire. Les pouvoirs en tant que tels, bon, ce sont un peu des armes, quoi. C'est un peu le principe de Battle Royale, ou bon, version un peu plus actuelle, Hunger Games, hein, on va dire. Mais moi, c'est surtout Battle Royale qui m'a inspiré. Où là, c'est vraiment, tu choisis une arme et après, tu te débrouilles, quoi. Et c'est un peu ça, c'est un peu l'idée de mon livre, parce que le moment surnaturel est qu'en fait, après le premier rite, ils doivent choisir un pouvoir qu'ils vont utiliser pour les 2 autres rites. Et en fait, bon, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Mais par contre, leur choix est déterminant, parce que ce qu'ils vont choisir là, il va y avoir des pour et des contre, mais après, à eux de se débrouiller, quoi. Et donc, en fait, c'est plus cet aspect-là, quoi. Ouais. Ok. Et tu as eu là, ça fait 29, non, ça fait 2 semaines qu'il est sorti. Tu as commencé à avoir des retours dessus? Ouais, j'ai eu des super retours. Ouais. Je suis très content. Le lancement a été canon. Enfin, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Le livre a intégré le top 100 Amazon le jour de la sortie. Génial. Ouais, donc c'était ouf. Là après, bon, il faut le temps que les gens le lisent, hein, maintenant. Mais en tout cas, dans les 2 semaines, bon, sachant qu'Amazon, il y a eu un peu de retard, à cause du coronavirus, il y a du retard. Il y a eu pas mal de retard dans la livraison. Donc, du coup, les gens ont commencé à le lire et j'ai eu les à peu près 5 retours déjà qui sont ultra positifs, quoi. Et franchement, les points qui sortent sont vraiment l'aspect de lire quelque chose qui change, de voyager, d'avoir des super descriptions, des personnages attachants, une intrigue avec un gros cliffhanger. J'en dis pas plus, hein. Beaucoup de rebondissements, des questions encore un peu en suspens, etc. Donc, non, j'ai eu des super retours et j'en ai au fil de l'eau qui arrivent jour après jour. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et merci encore à tous ceux qui ont lu le livre pour leurs commentaires super positifs. Ouais, c'est génial. Ouais, ça doit être super encourageant, du coup, d'avoir des retours comme ça. Et ça booste à mort. Ouais, c'est clair. Mais du coup, vu que tu es boosté à mort, comment ça se passe du coup? Comment tu envisages la suite? Est-ce que c'est un one-shot? Est-ce que ce sera une suite
de bouquins? Est-ce que tu envisages d'en faire plusieurs, d'en faire des compléments? Comment tu envisages le futur? J'envisage Zillois comme étant une pentalogie. Donc là, comme le tome 2 est en cours d'écriture, et j'espère en faire 5 Mhm. de tomes en cours. Voilà, donc, et franchement, tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai mis 1 an et demi avant de me lancer dans l'écriture. Donc en 1 an et demi, j'ai pensé à plein de trucs, hein. Donc J'imagine. franchement, j'ai plein d'histoires, j'ai plein d'intrigues, je sais exactement comment ça va finir. Je sais, chaque tome, je sais déjà l'histoire. Bon, après, bon, évidemment, faut poser sur papier et tout. Bien sûr. Mais je sais exactement ce qui va se passer pour chacun des personnages et comment chacun des personnages va finir, quoi. Est-ce que, bon, si tu peux nous dire ça, est-ce que ce seront les mêmes personnages qu'on va voir dans le premier tome que l'on va suivre dans les 5? Ou est-ce que tu vas changer de personnage pour différents tomes? Ou est-ce que ça, c'est secret? Non. Alors, non, non, ça je peux le dire. Il va y avoir une base de personnages commune à tous les tomes. À tous les tomes. Je peux pas vous dire si, voilà, parce qu'il y en a plus au tome 1 et au fur et à mesure, il y en aura peut-être de moins en moins, mais voilà, je peux pas trop vous dire ce qui va leur arriver à tous ces personnages plus ou moins gentils, quoi. Ouais. Ok. Donc, on va suivre. Non, il va y avoir une base de personnages commune, mais après, bon, bah, il va leur arriver des trucs, hein. Bien sûr. Ouais. Ok. Bon. D'accord. Donc, on suivra plus ou moins les mêmes genres. Ce sera dans le même univers pour 5 tomes. Ouais. Ce sera dans le même univers pour 5 tomes. Et parce que, bon, bah, voilà, moi, comme j'ai dit, mon histoire se passe sur un archipel. Et bah, il y a plusieurs îles sur cet archipel-là. Et donc, Ouais. eh bien, chaque île réserve son lot de surprises. Mhm. C'est intéressant. Et est-ce que tu as pu envisager l'après 5 tomes? Ou t'en es pas là du tout? Ben, en fait, j'ai plein d'idées de livres et j'ai des idées qui n'ont rien à voir avec ça, que ce soit au niveau de l'histoire, que ce soit au niveau du style, que ce soit au niveau. Et j'ai plein d'idées je me suis acheté des cahiers pour les mettre, ces idées-là, parce que je ne veux pas les oublier, bon, sachant que je les oublierai jamais. Il y a une idée qui me trotte dans la tête depuis des années. Mais oui, enfin, l'après 5 tomes, ouais, carrément. Carrément, parce que j'ai l'impression que mon imagination, elle dort pas, quoi. Il peut y avoir toujours des trucs. Et le moindre objet, le moindre élément de décor, ça fait un peu jaillir des sortes d'histoires complètement folles. Et franchement, j'ai du matériel pour écrire, je sais pas, des dizaines d'histoires. Et C'est génial. aujourd'hui, demain, j'en ai encore 10. Enfin, voilà. Oui, c'est ça. C'est génial de pas. Du coup, t'es pas aride en imagination, quoi. C'est génial. Ah, Ton franchement, imagination n'est non. pas bloquée. Et honnêtement, enfin, il y en a à qui ça peut arriver. Mais par exemple, moi, le syndrome de la page blanche, ça m'est complètement étranger, quoi. Ouais. Parce que en fait, je peux très bien rebondir, divaguer sur d'autres trucs. Enfin, en fait, j'aurais peut-être d'autres problèmes, hein, ça c'est sûr. Mais alors, le problème du manque d'inspiration, ça, enfin, pour moi, c'est impossible. Hmm. C'est impossible. On touche du bois, hein, Oui, oui. j'en ai là, hein. Moi, j'espère Mais, que ça va continuer. là, vu comment c'est, je vois pas comment ça serait, quoi. Ok. Et là, t'en es à l'écriture du tome 2. T'en es où de l'écriture? J'ai écrit les 6 premiers chapitres. Ok. Et est-ce que tu trouves que tu avances plus ou moins vite ou autant rapidement que pour l'écriture du premier? Bah alors, je vais te faire la réponse un peu tarte à la crème. J'avance beaucoup moins vite que ce que j'aimerais. Ouais. Mais ça, bon, bah, je travaille, hein. Enfin, voilà, du lundi au vendredi, bah, toute la journée, je suis au boulot. Ouais. Donc, je peux écrire que le matin ou le soir. Le premier tome, c'est ce que j'avais fait, hein. Je me levais plus tôt le matin, je me couchais plus tard le soir. Je travaillais tous les week-ends dessus, les jours fériés. Donc, ça, ça me donnait un rythme. Mais après, bon, là, avec l'histoire du confinement, bon, il y a eu une organisation du travail qui a été un petit peu différente. Donc, bon, il faut un peu se réadapter. Donc, bon, j'essaie toujours d'avoir un rythme régulier. J'essaie toujours de me faire vraiment des plages d'écriture. Mais bon, j'aimerais pouvoir m'y consacrer beaucoup plus pour avancer beaucoup plus vite et produire beaucoup plus vite. J'imagine. Est-ce que tu as une idée grossière d'une potentielle date de sortie ou pas du tout? Alors, j'aimerais que ça sorte on est en juin, Mhm. septembre, octobre.
2020? Ouais. C'est pas très éloigné. Non. C'est Mais jouable. il faut se mettre la pression. Il faut que je me mette un peu la pression parce que sinon, je vais un peu décaler ça dans le temps, etc. Donc, je sais que je peux le faire. Je sais que j'ai la possibilité, mais il faut que faut que je me crée une vraie régularité, que je me mentalise vraiment dessus et franchement, je peux y arriver. Donc, c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais que d'ici allez, l'automne 2020, le tome 2 soit sorti. Ah, bah, j'espère que ça, tu vas y arriver. C'est très très jouable, c'est dans quelques mois, c'est faisable quoi. Ouais, franchement, ouais, c'est faisable, mais voilà, faut être rigoureux, Faut être rigoureux et rigoureux. régulier. C'est ça, c'est la clé un petit peu de l'avancement quand on veut se faire publier rapidement, enfin quand on veut sortir son bouquin rapidement quoi. Ouais. Ok, bah, génial, mais, c'est super Grégoire, bah, je suis content que le lancement se passe bien, c'est mortel. Ça m'a grave intrigué, je suis sûr que ça va en intriguer plus d'un parce que je suis en contact avec pas mal de monde sur Instagram notamment, même sur d'autres médias, qui adorent. Alors déjà, des histoires qui sortent du commun, donc c'est le cas de la tienne, et en plus de ça, qui sortent des endroits habituels. Donc là, clairement, être sur un archipel, alors là, vraiment, c'est en termes de dépaysement, déjà, on peut difficilement plus. Et en termes d'histoire, bah, clairement, c'est pas des sujets qui sont souvent abordés. Donc c'est vraiment, je suis persuadé que ça va attirer pas mal de monde. Donc c'est Bah, génial. j'espère, Ouais. j'espère, ouais, on touche du bois, hein. J'espère aussi. Alors, merci encore beaucoup d'être passé. Et bah, écoute, c'est possible qu'on en reparle pour la sortie du deuxième tome en automne. Eh bien, j'espère bien. Ouais. Bah, c'est très cool. Bah, je te remercie beaucoup de nous avoir consacré du temps. Prends soin de toi et bon courage du coup pour les prochaines semaines, du coup la sortie du premier. Bah, ça marche. Merci beaucoup à toi, Simo, pour le temps que tu m'as consacré et merci à vous hein, d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que nous aurons donné envie de lire de lire le livre. Je suis sûr que oui. Bah, prends soin de toi, Grégoire. Salut! Merci beaucoup. Bye.